Hello tout le monde, comme prévu, avec un petit peu de retard évidemment, mais on fait au mieux. La suite de la vidéo de la dernière fois sur les jeux que je ne revendrai jamais, et cette fois on va s'attaquer aux jeux dits familiaux, ambiance, en tout cas les jeux vraiment plus légers en termes de règles. Euh, j'ai pas d'ordre particulier, donc on va les prendre dans l'ordre qui viennent, et puis vous me direz votre classement éventuellement. Évidemment, abonnez-vous, comme d'habitude, le pouce bleu, et on commence sans plus tarder. Donc je prends le premier qui vient, ça sera Splendor Duel. J'en ai fait une vidéo pas loin après l'ouverture de la chaîne d'ailleurs, où je parlais que de ce jeu. Elle avait pas eu un succès énorme cette vidéo, mais je trouve que le jeu en vaut vraiment le coup. On y joue toujours, regardez l'état d'usure de la boîte, hein. À chaque fois qu'on part, quasiment on le prend. La boîte est vraiment... ouais, elle est bien usée, j'avais pas fait gaffe quoi. Et l'intérieur, non, ça va, l'intérieur c'est ok, mais la boîte a quand même bien pris cher. L'avantage c'est que, bah, voilà, hyper simple à transporter. Pour moi, c'est la version ultime de Splendor. Je sais que des gens sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué qu'il y ait des pouvoirs. Bon, bah, je sais pas quoi répondre. Le cœur de jeu est tellement simple que rajouter qu'un petit pouvoir, pour moi, ça rajoute justement du sel. Il y a la mécanique des parchemins aussi que je trouve vraiment super intéressante. C'est trop bien, les différentes conditions de victoire. Le petit plateau où tu vas drafter tes tuiles. Enfin, tes tuiles. Tes tokens en plastique de ressources. Non, c'est vraiment trop bien. La mécanique de base de ressources de Splendor marche toujours très bien. Et à deux, pour moi, c'est vraiment la version idéale. Donc voilà, ça, on revendra pas. Et de toute façon, vu l'état dans lequel il est, ça va être compliqué. Ensuite, bon, ça, c'est un peu particulier. Innovation. Ça, je fais une petite dédicace à Simon d'ailleurs, parce que c'est un de ses jeux préférés aussi. On n'a jamais joué ensemble, mais je le revendrai jamais et j'y ai énormément joué. Je sais pas dans quelles circonstances le ressortir. Là, je crois qu'il y a Yellow qui refait une réédition, je crois là, bientôt. Je dis peut-être une connerie, dites-moi si je dis une connerie, mais ça peut être l'occasion, nous, qu'on y rejoue. Le truc, c'est que je connais tellement bien le jeu que c'est un peu dur pour moi de faire jouer quelqu'un qui connaît pas, parce que je connais vraiment trop bien. Et le jeu est relativement technique, là je triche un peu, j'avoue. C'est parce que la boîte est petite, mais en vrai, les règles, si on vous les explique pas, je sais... Bon, après, j'y joué il y a 10 ans, donc je sais pas, mais il est quand même assez technique. Et surtout, il a une philosophie de gameplay qui est vraiment très bizarre, où en fait, le but, c'est que tu mets... C'est une espèce de course de moteur, mais avec un moteur qui peut partir vraiment en live à tout moment, parce que tu as des cartes vraiment complètement pétées, et c'est fait pour. Mais sauf que l'adversaire va potentiellement pouvoir répondre par des cartes pétées, ou alors accélérer les âges pour aller chercher des cartes pétées dans l'âge au-dessus parce qu'il n'a pas la réponse immédiate. C'est vraiment un back and forth permanent. Euh, et bizarrement, c'est bien équilibré dans son déséquilibre. J'ai vu d'ailleurs que ouais, il y a une version Kickstarter là qui est ressortie et tout. Ils ont changé un truc de la règle dessus. Je sais plus exactement, mais ça fait un peu débat. Moi, ce que j'aime bien avec la version Yellow, c'est qu'ils ont mis des illustrations, parce que dans la version de base, il y a zéro illustration, c'est un tableur Excel, le truc. Voilà. Moi, j'aimerais bien que Yellow il réédite ça. Je sais pas s'ils ont les droits. Voilà. Mais sinon, si vous aimez les jeux de cartes à deux un peu techniques, mais avec une philosophie de gameplay vraiment originale et vraiment très bourrin, en fait, c'est un jeu assez bourrin tout en étant fin dans le bourrin. Je sais pas trop comment dire. Moi, les jeux très bourrins, c'est pas trop mon délire. Mais là, il arrive à trouver une dynamique vraiment intéressante dans son côté très bourrin. Voilà, c'est pour ça que Simon aime, hein, parce que c'est bourrin. Donc voilà. Innovation. Ensuite, prochain qui arrive. Bon, bah là, on est dans le pur jeu d'ambiance. Enfin, pur jeu d'ambiance, j'exagère un peu là quand même. Des cryptos. C'est le jeu d'ambiance pour les gens cultivés. On va le dire comme ça. Non, mais on n'est pas en train de se marrer H24 autour de la table quand on joue à des cryptos parce que bah il faut quand même réfléchir aux associations de mots. Alors ça c'est un jeu quand même très bizarre parce que c'est le jeu d'ambiance le plus simple à jouer mais le plus dur à expliquer. C'est un cauchemar à expliquer ce jeu. Chaque fois que tu l'expliques, les gens comprennent pas de suite. Il faut faire une partie un tour de chauffe pour que les gens comprennent, sont en mode ah d'accord, je dois écrire un mot qui est relié à ça mais pas trop relié pour pas qu'on fasse le lien. Parce qu'en fait bah, le but c'est qu'on a 4 mots là, comme on voit ici, et en fait, à chaque manche, on a un code, je sais pas, 1, 3, 4, et je dois créer un mot en association avec celui-là, un mot en association avec celui-là, un mot en association avec celui-là. Ok,
Là, c'est facile. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure des tours, à chaque fois qu'il va y avoir un noir, il va falloir créer un autre mot en association, mais qui fasse pas penser aux autres mots qui ont déjà été écrits, parce que sinon, l'équipe peut trouver quel mot, quel est le numéro du mot qui a été créé. En fait, t'as pas besoin de savoir exactement que c'est noir, mais t'as besoin de savoir que c'est un. Tu vois, même là, en l'expliquant, je m'y perds déjà, c'est un enfer ce jeu à expliquer. Bref, ceux qui savent, savent. C'est excellent. Moi, c'est mon jeu de mots préféré. Je préfère largement que Codenames parce qu'au moins, t'es tout le temps proactif. Contrairement à Codenames, où quand l'équipe adverse met 15 ans à faire ses mots, toi, t'es là, bah t'attends en fait. Là, tout le monde est proactif. Le seul truc un peu chiant de celui-là, c'est qu'il faut écrire des mots. C'est un peu chiant. Et c'est pas juste qu'il faut écrire des mots, c'est qu'il faut écrire les mots de l'équipe adverse dans un petit tableau. C'est un peu... C'est pour ça que je dis que c'est un peu... je trouve c'est un peu littéraire comme jeu. Non mais si, arrête, elle est en train de se donner la tête. Pour un jeu d'ambiance, ça demande un peu de taf. C'est pas le jeu que tu sors en mode tout le monde est bourré, let's go, c'est pas possible. Moi je l'aime vraiment bien et je le trouve assez compétitif. Parce que, ouais, il est assez technique quand même. Moi, je trouve que la technique de trouver des mots pas trop reliés au premier, mais en même temps, dans l'équipe, t'essaies de trouver des analogies avec des analogies différentes. Bref, jouez-y, c'est trop bien. Moi, j'adore, c'est un de mes jeux de mots préférés. Bah, c'est mon jeu de mots préféré. Ah non, il y en a un deuxième qui arrive. Mais voilà, Decrypto, c'est trop bien. Ensuite, Acropolis. Euh, pour moi, c'est le meilleur jeu de tuiles. Voilà, pour plusieurs raisons. Là, en fait, pour plusieurs raisons, une, c'est que tu peux l'expliquer et le faire jouer à n'importe qui. Et même toi, si tu le connais bien, tu vas quand même toujours t'amuser à toutes les parties, même si tu joues avec des noobs. En leur expliquant quand même la draft et tout, parce qu'il faut quand même pas qu'ils laissent totalement n'importe quoi. Mais en fait, voilà. C'est une super bonne approche de comment gérer une draft relativement simple. Quel est ce truc de ok, moi j'ai besoin de ça, mais en même temps je vois que l'adversaire il a besoin de ça aussi. Comment je fais la balance là-dedans de manière relativement simple. Du coup, ça crée de l'interaction. Donc c'est trop bien. Et en même temps, son petit plateau personnel. Moi, il y a deux trucs que j'adore. C'est que, ok, les associations de couleurs sont simples. Et moi, je trouve ça bien. Les deux trucs qu'ils ont rajoutés et dont j'avais vu sur le carnet de développement du créateur, ça avait mis un peu de temps à venir. Je crois qu'il avait discuté avec d'autres créateurs et tout. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est cette mécanique des tuiles, des carrières et des petits cubes que tu gagnes, des cubes de pierre que tu gagnes, parce que c'est ça qui te permet d'aller drafter plus loin dans la rivière. Et en fait, tu le fais en recouvrant des carrières grises qui ne servent à rien d'autre. Et donc, du coup, la deuxième mécanique étant que tu peux faire des superpositions. Et plus tu superposes, déjà plus tu vas récupérer tes tokens de pierre en recouvrant des carrières, et plus tu vas récupérer des points, parce que du coup, par niveau de superposition, tes tuiles vont rapporter un point de plus. Genre, une bleue, elle vaut 2, si elle est niveau 2, elle vaut 3, si elle est niveau 3. Tout simplement. Et tu as cette mécanique des étoiles aussi qui est cool, qui est qu'en fait, c'est un multiplicateur de points par tuile que tu as dans les conditions. Donc en fait, ça fait plus d'un truc hein, au final. Il y a pas mal de trucs assez malins là-dedans. Et bah, ça crée un jeu, je vais dire parfait, dans le sens où il fait exactement ce qu'il doit faire. Il s'adresse exactement à la fois au public sur lequel tu peux initier un jeu comme ça, et à la fois un public qui aime bien déjà ce genre de jeu, et même un public comme moi qui est un peu intermédiaire, qui est un peu nul d'habitude sur ce genre de jeu. Mais je sais pas, sur celui-là, j'arrive à accrocher parce que le délire, les associations, enfin les pouvoirs sur les couleurs, enfin le scoring sur les couleurs est pas trop complexe. Donc j'arrive à m'y retrouver et je trouve que la superposition aussi, j'arrive à m'y retrouver plutôt pas mal. Et j'adore cette mécanique du coup de la gestion de la pierre, ça me donne un petit côté euro-gestion. Voilà, c'est vraiment très très fort ça. Ça a pris beaucoup de temps à se créer, je crois, mais je pense que ça en valait le coup. Ça montre aussi que des fois, créer un jeu simple, bah, ça prend grave de temps. Parce que en fait, faut trouver le bon ajustement des mécaniques pour que tu t'adresses à ton public. Et là, je trouve qu'il a réussi à s'adresser à un public extrêmement large. Et voilà. Et pareil aussi, haute grande qualité, ça dure 20 minutes la partie, quoi. 20-25 minutes. Même avec des débutants, c'est parfait.
Contrairement à Cascadia, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi, mais Cascadia, c'est beaucoup plus long les parties, et c'est moins interactif. Donc au final, même si j'aime beaucoup Cascadia, je lui préfère largement celui-là. Et clairement, avec des débutants, je vais tout le temps choisir celui-là, quoi. Il y a une extension qui est sortie, j'en ai parlé en vidéo, qui est vachement bien, mais qui craque énormément le scoring du jeu. Je sais pas si c'est un problème ou pas. Ça amène une saveur différente, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense si des gens préfèrent l'expérience un peu vanilla, je peux comprendre. Boum, on va le mettre là. Hop. Ensuite, on va prendre un autre jeu parfait, hein, Champ d'honneur. J'ai tout pour détester ce jeu, hein. Regardez derrière, hein, c'est un jeu d'échecs en gros. C'est pas que je déteste les échecs, mais je suis pas très fan des jeux abstraits. Vous voyez, c'est hyper sommaire visuellement. Et pourtant, c'est trop bien. On a essayé de me convaincre pendant 15 ans d'y jouer. Et au bout d'un moment, bah, je l'ai acheté. Et en fait, c'est vraiment trop bien. C'est effectivement de la confrontation un peu style échec. Sauf que au début, tu vas drafter tes cartes de pouvoir. Donc, tu as des pièces qui vont avoir des pouvoirs différents. Ah, ça rappelle un peu les échecs aussi. Mais la mécanique vraiment trop cool, c'est que c'est du backbuilding. En fait, tu vas choper tes 3 tokens au début du tour. Et tu vas décider soit d'activer un token de la même couleur, soit aller en chercher des nouveaux. Soit, c'est quoi l'autre action? Bah, attaquer tout simplement. Ou si capturer un point, parce qu'en fait, tu vas gagner quand tu captures des points. Des drapeaux, enfin, c'est du capture the flag en gros. Et ben, c'est trop bien. Genre, vraiment, encore une fois, déjà pour les gens qui aiment les jeux abstraits, bah, c'est trop bien. Et pour les gens qui aiment pas spécialement les jeux abstraits, bah, c'est le meilleur compromis qu'on ait. Même toi, t'as bien aimé, hein, t'as trouvé ça fun. Alors que vraiment, ça n'a rien pour être fun quand tu regardes le truc. Je sais pas comment ils ont fait, là, j'avoue, c'est un peu de la magie. Bah, c'est d'avoir du backbuilding, des pouvoirs à la fois relativement simples en termes de compréhension, parce qu'il faut comprendre les pouvoirs de son adversaire, mais à la fois techniques à jouer. Parce qu'à chaque fois, tu as des associations différentes qui vont être techniques à jouer. Évidemment, tu as une draft au début des cartes quand tu connais le jeu qui va être assez technique parce que tu te dis « Ah, j'ai pas envie que la personne ait ce pouvoir et ce pouvoir en même temps. » Les actions sont extrêmement simples et ce truc de backbuilding, bah, ça rend le truc ludique. Les parties sont très courtes aussi. C'est 15-20 minutes. Donc voilà. Jeu parfait. Très honnêtement, j'ai aucun reproche à faire à ce jeu. L'édition est parfaite aussi. Vraiment, je sais pas quoi dire qui aurait pu améliorer ce jeu. On n'a même pas les extensions, et je connais un pote aussi qui lui a fait énormément de parties sur BGA et tout. Il a même pas chopé les extensions alors qu'il a énormément joué au jeu. Tellement le jeu de base peut suffire à lui-même, quoi. Hop. Ensuite, alors, on va ranger ça bien. Qu'est-ce qui arrive derrière? Ra. Ça, c'est l'édition de Deluxe qui n'est pas Deluxe. En gros, c'est la réédition qu'ils ont fait du jeu de base. Qui est sorti il y a plus de 10 ans. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que ça, ce n'est même pas l'édition de luxe. Regardez-moi ce matos absolument ridicule. Ça, c'est le sac des tuiles que tu vas chercher, avec des tuiles énormes en carton. Et en fait, la différence avec la version de luxe, c'est que ça, c'est en bois dans la version de luxe. Donc, je sais même pas comment tu mélanges le truc. Et attendez, regardez-moi. Hein. Le pion premier joueur, à quoi il ressemble. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est un jeu déjà dans notre temps. Hein. La gueule des pions, c'est absolument n'importe quoi. Voilà, mais ça me fait beaucoup rire d'avoir un jeu. Alors, c'est le jeu le moins éco-friendly de ma bibliothèque, je pense. Même s'ils font genre, ça c'est papier recyclable, papyrus. Y a un ami qui nous ramène une éponge, là, n'importe quoi. C'est un jeu d'enchères. Et bah, je suis pas spécialement fan, je crois, de ce genre de jeu, parce que j'en ai pas fait énormément. Mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il est bien. Je vais avoir beaucoup de mal à expliquer pourquoi. Pourquoi j'aime ce jeu. En fait, c'est à la fois un jeu d'enchères et un jeu de collection. Et ce qui est grave cool, c'est que t'as des... on le voit sur les plateaux, ce qui est à gauche va rester toute la partie, donc il y a 3 manches. Et ce qui est à droite va scorer à chaque manche et disparaître. Et bah je sais pas, c'est trop bien. T'as la tuile de collection ici. Ici c'est de la majo. Ici il faut des tuiles de ce côté et des tuiles de ce côté pour scorer à chaque fois. Sauf que celle-là, elle va disparaître et celle-là vont pas disparaître. Celle-ci,
il faut avoir 3 symboles différents. Si t'en as pas, tu perds des points. Si t'en as que 2, t'en perds pas. Et puis quand t'en as 3, t'en gagnes pas mal. Là, c'est juste 3 points par truc. Et là, c'est la tuile où si tu l'as pas utilisé, c'est 2 points. Ou sinon, tu peux l'utiliser en action pour échanger avec une tuile de la rivière. Donc en fait, juste avec ça, ils ont fait un truc hyper complet. Et en fait, le truc rigolo, c'est que tu tires des tuiles. Et à n'importe quel moment, quelqu'un peut lancer une enchère. Mais t'as une enchère automatique qui est lancée dès qu'il y a une tuile rat qui sort. Et t'as le token de bateau qui avance, et en fait, quand ça arrive au bout, boum, c'est fini pour tout le monde, et si t'as pas utilisé tes tokens d'enchère, bah t'es en mode, ok, je me suis fait avoir. Donc t'as cette tension permanente entre, j'ai pas envie de gagner cette enchère claquée, mais en même temps, le token de temps avance, donc je suis en train de me dire, ok, cette enchère, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Est-ce qu'elle vaut pas le coup? Est-ce qu'à lui, on doit lui laisser l'enchère? Ou est-ce que je dois utiliser un petit token? Mais en même temps, quand j'utilise mon token d'enchère de 5 par exemple, ça peut être intéressant aussi, parce qu'au milieu, je vais récupérer un token d'enchère de 10 par exemple. Donc t'as tous ces trucs-là. La règle est infâme. Regardez une vidéo règle, vraiment la règle c'est pas possible. Parce qu'en vrai, là je vous ai quasi tout expliqué toutes les règles du jeu. Vraiment, prenez-le, c'est trop bien. Je crois qu'en plus, elle est pas si chère que ça, cette version. Elle est à 30-40 balles. Bon, c'est un peu cher, j'avoue, pour un jeu d'enchères et tout, mais c'est trop bien. Vraiment, ça, j'adore. Je prends énormément de plaisir à le ressortir. Il y a des gens qui sont pas du tout le public, il y a des gens à qui ça a floppé. Des fois aussi, il y a des parties où on tire que des tuiles rats et le token bateau il avance et t'es là, ben en fait on joue pas. Donc ça peut arriver, mais en fait ça fait partie du sel de jeu, ça arrive assez rarement. Mais c'est clair que si ça vous arrive sur une première partie, ça fait une impression vraiment bizarre. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est bien ce truc-là, en termes de design, chapeau. Hein. C'est Reiner Knizia, donc c'est une référence. J'ai pas joué à énormément de jeux de lui, mais c'est de loin mon préféré de lui. Donc voilà. On arrive bientôt au bout. Euh, on a que des claques là qui s'enchaînent. I Love Sky, bah, meilleur jeu de construction et d'enchères du monde. Voilà, c'est simple. J'en ai parlé en vidéo aussi. Qui y a derrière? Il y a Alexander Psifter quand même. Donc le mec, Maracaibo, Mombasa, Great Western. Et le mec a créé ça aussi. Un génie. Voilà, que dire de plus? C'est trop bien. Système d'enchères est génial. Parce que en fait, tu as une ressource qui est l'argent, qui te permet d'enchérir, et tu as une vraie gestion autour de ça. Tu as des mécaniques trop bien en plus, parce que tu as du scoring à chaque manche, comme dans Cartographeur, je sais pas si vous connaissez, Cartographeur a pris ça d'ici, mais par exemple, ça dit, à cette manche, il y a l'objectif A qui va scorer, à cette manche, il y a l'objectif B et C qui vont scorer, et en fait, tu dois anticiper ce truc-là, et en même temps, quand tu es dernier au scoring, tu vas récupérer de l'argent bonus. Donc en fait, des fois, ça peut être une stratégie de se dire, ok, cet objectif, je le fais pas trop parce que je veux faire de l'argent et je sais que je vais énormément scorer les objectifs d'après. Pouah, qu'est-ce que c'est bien. La seule petite restriction, enfin c'est pas une restriction, le seul petit truc, c'est que si vous y jouez avec des débutants, essayez de les aider sur l'enchère, parce que si tu enfin, c'est pas l'enchère, c'est qu'en fait, l'estimation, tu dois estimer la valeur de tes tuiles à chaque tour. Donc c'est pas de l'enchère en fait, vraiment c'est plus un jeu d'estimation. Et il y a une part d'enchère après sur les joueurs autour de la table qui vont essayer de... Bah c'est pas de l'enchère en fait, parce que tu dois juste récupérer les tuiles et estimer est-ce qu'elles sont rentables ou pas pour toi. Donc ça c'est un truc un petit peu technique. La mécanique de construction est relativement simple. Mais ouais, sur ce côté estimation... guider un peu les gens là-dessus. Dites-leur s'ils font des trucs un petit peu aberrants parce que tu te rends pas forcément compte sur une première partie. Mais au-delà de ça, c'est vraiment trop bien. Si vous y jouez entre tous nouveaux joueurs à découvrir le jeu, c'est parfait parce que du coup, vous allez tous faire des conneries sur les estimations et c'est pas grave. Vous allez le découvrir comme ça. C'est trop bien. Vraiment ça, on le sort vraiment régulièrement. Même il n'y a pas longtemps avec Seb, on l'a sorti. Seb, il joue qu'à des gros jeux, littéralement. C'est impossible de faire jouer un petit jeu, sauf ça. Donc c'est dire la qualité du truc. N'importe quel Eurogamer va aimer ce jeu-là. Et vous pouvez initier public familial, machin, n'importe quoi. C'est mieux de jouer à ça qu'à Monopoly, très clairement, quoi. Donc voilà, I Love Sky, grosse claque. S'il y avait un classement, ça serait peut-être le premier, lui. Mais il n'y a pas de classement, donc voilà. Ensuite, alors là, on saute du coq à l'âne. Qu'est-ce que c'est que ça, Time's Up? Ouais, je suis un gros fan de Time's Up. Là, j'avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais en fait, à partir de quel moment je suis devenu fan de ce jeu? Je me rappelle, j'étais au festival de jeux L'Alchimie à Toulouse il y a plus de 10 ans.
Et j'y allais tout le temps tout seul à ce moment-là. Je connaissais personne avec qui jouer. Je débutais dans le hobby et tout. Et en fait, souvent, il y avait des parties organisées, un appel au micro. Ils organisaient partie de loup-garou, Time's Up, machin et tout. Et je me suis retrouvé dans une équipe de pro gamers de Time's Up complètement random. Et je découvrais un autre monde. Genre, il y a vraiment des gens qui sont trop trop forts à ce jeu. C'est n'importe quoi. Ils sont tellement forts qu'en fait, t'es obligé de mélanger des cartes de différents Time's Up, sinon ils les connaissent par cœur si tu joues à un seul Time's Up. Donc c'est ridicule, tellement, voilà. Mais ils sont trop trop forts en culture G aussi, et ils arrivent à tout le temps savoir, ils vont trop vite, ils ont des mécanismes de pensée, pour même quand ils connaissent pas le nom, ils sont trop efficaces à faire des charades sur la première manche et tout. Bref, moi j'adore. En fait, c'est le jeu le plus simple et le plus familial, mais en même temps, où tu peux y jouer en mode ultra sérieux. Et où tu peux faire une combinaison des deux en jouant ultra sérieux ou pas. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve que la différente association des manches marche grave. C'est-à-dire, ok, la première manche, tu découvres un peu les trucs. Il y a des charades, il y a un peu des trucs goofy. La deuxième manche, en général, c'est la manche un peu sérieuse où il faut aller très vite parce que tu connais déjà les mots. T'en dis un, bam, l'autre doit trouver. Et la troisième, c'est du grand n'importe quoi avec les mimes. Là, pareil, j'ai tout vu dans les mimes. Vraiment, des gens ils étaient pas là pour rigoler, ils faisaient des trucs trop efficaces et tout, et les autres trouvaient parce qu'ils se connaissaient entre eux, des trucs ultra goofy, des trucs trop drôles, mais en même temps efficaces, enfin j'ai tout vu. Là aussi, il y a un truc que je trouve trop fort là-dedans, c'est quand tu te connais, tu crées une synergie d'équipe, ça crée des trucs vraiment super satisfaisants. Bref, beaucoup de gens se touchent sur The Mind parce que ça crée des trucs, mais moi je trouve que Time's Up, c'est le meilleur jeu pour faire ces trucs-là. Donc voilà, Time's Up, c'est toujours trop bien. Je peux y jouer à n'importe quel moment. On me propose, n'importe qui me propose un Time's Up, je vais dire oui. Et le dernier, bah, c'est du pur hasard, c'est le petit nouveau, lui. Et il est déjà dans mon top, hein. Yokai 7, un jeu de pli. Je suis pas un spécialiste de jeux de pli, mais en fait, j'ai découvert littéralement le jeu avec Monopoly et belote tarot avec ma grand-mère. En gros, la belote, tous les dimanches, il y avait poulet frites et belote obligatoire, en gros. Donc c'était un peu mon dimanche cool, sachant que c'était un dimanche sur deux, donc l'autre dimanche était triste, forcément. Mais voilà, j'adorais ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très spécialistes de tous les jeux de pli, jouent à tous les jeux de pli qui sortent. Moi, c'est vrai, assez peu, bah, parce que j'ai pas trop de gens qui jouent à ça autour. Et puis en général, les jeux de pli, en général, c'est des jeux à 4. Euh, Et celui-là, je l'ai reçu de Matago. Bah, il est trop bien. Vraiment, en fait, c'est un peu une belote simplifiée. T'as la mécanisme de pli simplifié de la belote. Et en fait, là où c'est trop cool, c'est qu'à chaque manche, il va y avoir un atout différent. La dernière carte qui n'est pas distribuée, c'est un atout. Et il y a cette mécanique de yokai. Tous les sets de chaque couleur sont des yokai. Et en fait, ils vont rapporter des points différents. Et la manche s'arrête quand une des deux équipes, donc ça joue en 2v2, une des deux équipes a récupéré 4 yokai. Tu scores les yokai et tu regardes si une équipe arrive à 7. Et quand elle arrive à 7, c'est fini. Sachant qu'il y a des yokai, parce qu'en fait, la répartition des numéros de chaque couleur est pas la même. Par exemple, la couleur verte, elle va de 2 ou de 1 à 7. De 2 à 7. De 3. Ouais, non, mais oui. Mais en gros, je vais dire n'importe quoi, de 1 à 7. Et la couleur la plus élevée, elle va de 7 à 13. Donc en fait, le yokai bleu, il va valoir moins parce que c'est c'est la valeur minimale dans sa couleur. Et le yokai vert, il va valoir... c'est la couleur maximale, donc il vaut que dalle en termes de points. Mais dans tous les cas, il faut en récolter 4. Donc il y a ce truc vraiment intéressant. La couleur verte aussi, elle a un A, c'est le méga joker, qui est vraiment cool aussi. Et bah en gros, quand tu joues jeu de pli classique, si tu peux pas, si tu as la couleur, t'es obligé de jouer la couleur. Si tu l'as pas, tu joues n'importe quoi, ou tu peux jouer l'atout. Et il y a un truc assez malin là-dedans, c'est que si une équipe fait 7 plis mais qu'elle n'a pas les 4 yokai, elle a perdu, et tu révèles les yokai restant dans les mains, et donc c'est une stratégie aussi de pousser l'autre équipe à récolter des plis qui n'ont pas de yokai. C'est très malin, très additif, très simple. À partir du moment où quelqu'un a joué à un jeu de pli, tu peux vraiment le mettre dessus simplement. Moi, je trouve que le twist est mortel. Les cartes sont vraiment cool. Ils ont fait un espèce de foil sur les yokai.
Ça marche très bien, ça s'appelle Yokai 7 et ça respecte parfaitement son design parce que tout tourne littéralement autour de ces yokai. Voilà, moi ça m'a redonné envie de jouer à des jeux de pli, donc on organise des parties régulièrement, pareil, avec des gens qui sont pas forcément des gros joueurs, mais qui connaissent un petit peu ou la belote ou le tarot, ou un jeu de leur pays, parce que les jeux de pli, il y a une déclinaison de jeux de pli littéralement dans tous les pays. C'est un truc culturel, c'est comme l'alcool. Dans tous les pays, il y a un alcool et un jeu de pli en gros. Un alcool local et un jeu de pli local. En général, les deux sont mixés, hein, clairement. Et même en fonction des régions, parce que nous, ça va être le picombière belote, mais à Marseille, ça va être le Ricard belote, et puis dans le nord, ça va être la Suze belote. Mais tout le monde va jouer à la belote. Il y a des variantes de belote différentes aussi. Donc, je pense qu'il y a un truc vraiment extrêmement ancré et culturel chez chacun d'entre nous, chez le jeu de pli, parce que tous les jeux de pli ont leurs variantes, machin et tout. Et donc, du coup, je trouve ça cool qu'il y ait des jeux de pli qui soient différents, en fait, et souvent, ça vient du Japon. Dites-moi, d'ailleurs, pourquoi tous ces jeux de pli viennent du Japon? Qu'est-ce que les Japonais ont avec le jeu de pli? Parce que t'as l'impression qu'ils viennent tous de là-bas. Donc, voilà. Ça a été la petite minute philosophique de fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Abonnez-vous. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Évidemment, balancez-moi votre top parce que je suis sûr et certain que vous avez un top extrêmement différent. Il y a sûrement des trucs que je connais moins aussi. Parce que c'est vrai que c'est une catégorie de jeu où je connais moins en général. Où je me renseigne pas forcément autant. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.